Explication spirituelle. 103. Qu'est-ce que le soleil-esprit? Nous ne faisons pas ici une démonstration. Cependant, nous allons explorer quelques éléments d'explication sur l'origine de l'esprit immortel, sur l'origine des esprits immortels, en rappelant que, tandis que nous sommes en train d'écrire ces mots, tandis que vous êtes en train de lire ces mots, quelque nouvel esprit immortel est en train d'émerger naturellement de l'océan de force cosmique. Quelques quantités de nouveaux esprits immortels sont en train d'émerger naturellement de l'océan de force cosmique. Normalement, si vous êtes familier de la série de textes dans laquelle celui-ci trouve sa place, ou de la série de livres dans laquelle celui-ci trouve sa place, vous devez déjà avoir acquis, en termes de compréhension, le fait que l'essence de la réalité est éternelle, c'est-à-dire qu'elle a toujours existé, et donc aussi le fait que Dieu n'existe pas. Donc vous devriez vaincre aisément l'élan mental émotionnel qui essaierait de vous faire penser qu'il doit exister un créateur originel au départ de tout ça. Si vous croyez en Dieu et que vous êtes en train de lire ce texte ou ce livre, c'est que vous avez certainement fait l'impasse de quelque manière sur les démonstrations faites antérieurement, notamment la démonstration du caractère nécessairement éternel de l'essence de la réalité. Vous devriez d'abord prendre le temps de remettre les choses à plat. La croyance en Dieu est cela même, une croyance. Il ne s'agit pas d'un fait de réalité établi et démontré, c'est-à-dire qu'il ne s'agit ni d'une déduction logique découlant d'une observation empirique claire et nette, ni d'une déduction logique découlant d'une observation scientifique claire et nette, ni d'une déduction logique découlant d'un raisonnement essentiel et rigoureux. Il s'agit d'une croyance, c'est-à-dire techniquement d'une assertion non fondée, mais que la personne décide de considérer comme vraie, essentiellement pour des raisons de réassurance émotionnelle ou de réassurance mentale. Le phénomène de réassurance étant quelque chose qui vient plus ou moins consolider des impressions mentales ou apaiser des craintes émotionnelles. L'adhésion à une croyance est une chose différente de l'adhésion à une hypothèse. Et une croyance n'est pas une hypothèse. Encore une fois, une croyance est une assertion que la personne décide de considérer comme vraie. Alors même qu'il n'existe aucune raison rationnelle logique, il faut insister, pour la considérer comme vraie. Et la raison pour laquelle la personne adhère à cette croyance, c'est que cette croyance opère un processus de réassurance émotionnelle ou mentale au sein de l'économie psychologique de la personne. Une hypothèse est une proposition qui peut avoir pour elle un faisceau plus ou moins important de présomptions de véracité ou de pertinence. Ces présomptions peuvent être des éléments de raisonnement ou des éléments de données. Et quand ces présomptions sont consistantes à un certain degré, il devient raisonnable de supposer que l'hypothèse peut être vraie ou peut être pertinente. Les présomptions de véracité ou de pertinence peuvent consister dans la puissance explicative, la puissance prédictive ou la puissance heuristique d'une hypothèse par rapport à un questionnement ou par rapport à une problématique. Quand on adhère à une hypothèse, on conserve le recul nécessaire qui rappelle que c'est une hypothèse et qu'elle peut s'avérer fausse après plus amples investigations, après travaux plus approfondis. Les croyants en Dieu ne sont pas dans la posture d'adhérer à une hypothèse. Ils sont bien dans la posture d'adhérer à une croyance. Et c'est un effort quasiment impossible pour eux de prendre du recul pour se rappeler que leur croyance n'est qu'une croyance, et seulement une croyance, et rien de plus que cela. Si vous croyez encore en Dieu et que vous êtes en train de lire ceci, c'est cet effort de prise de recul qui vous est demandé ici, pour illustrer la notion d'émergence naturelle d'une structure complexe à partir d'un substrat simple, avant de donner une description explicative qui n'aura certes pas valeur de démonstration définitive. Nous pouvons considérer le processus de formation naturelle des étoiles. Qu'est-ce qu'une étoile? C'est une structure complexe, composée à minima d'un noyau central en fusion, d'une masse radiative autour du noyau central, d'une couche convective autour de la masse radiative et d'autres éléments de structure encore. Et qu'est-ce qu'on trouve comme activité au sein d'une étoile? On trouve des activités de fusion nucléaire, des activités de synthèse atomique, des activités de radiation de particules, des activités de convection plasmique, des activités de rayonnement électromagnétique, et bien d'autres activités encore. Une étoile n'est pas une simple boule chaude. C'est une structure complexe au sein de laquelle se forment naturellement les atomes de la matière atomique que vous connaissez. Et les étoiles ne sont pas fabriquées par quelqu'un. Bien qu'il puisse exister des civilisations assez avancées pour créer des étoiles,
mais à la base, les étoiles ne sont pas fabriquées par quelqu'un. Elles émergent naturellement du jeu des propriétés fondamentales des atomes d'hydrogène. Un électron et un proton formant un couple, c'est cela un atome d'hydrogène, l'électron tournant autour du proton. On peut dire les choses de la manière suivante. Il y a d'abord un océan d'atomes d'hydrogène, et les propriétés fondamentales des atomes d'hydrogène font que, au fil du temps, il va y avoir des regroupements d'atomes d'hydrogène, puis la constitution de boules de plus en plus massives d'atomes d'hydrogène. Et lorsque la masse d'une boule atteint et dépasse un seuil critique, les propriétés dynamiques des atomes d'hydrogène se comportent au sein de cette masse hypercritique, de sorte à donner lieu à l'émergence de phénomènes particuliers. Lesquels phénomènes caractérisent une étoile? Toute la complexité de l'étoile se forme d'une manière naturelle, c'est-à-dire d'une manière qui procède du jeu des propriétés de la base, considérée, ici, l'océan d'atomes d'hydrogène, sans qu'aucun agent conscient et intelligent n'ait à intervenir. Pris en tant que tel, l'océan d'atomes d'hydrogène est plus simple qu'une étoile. Et cela signifie que la complexité peut très bien émerger naturellement d'une chose plus simple. Si vous ne comprenez pas bien la notion de complexité, prenez l'exemple suivant. Vous avez des pièces de Lego et vous les disposez sur le sol, les unes isolées des autres, les unes à côté des autres. Vous avez là un champ de pièces de Lego, où les pièces de Lego sont juste juxtaposées les unes à côté des autres. Ensuite, vous allez construire une petite ville à partir de ces pièces de Lego, pour obtenir une ville de pièces de Lego. Eh bien, la ville de pièces de Lego est plus complexe que le champ de pièces de Lego. Pourquoi? Parce que les arcs de calcul nécessaires et les opérations de calcul nécessaires, entendu que le champ et la ville sont tous les deux composés de pièces de Lego, ces arcs et ces opérations sont bien plus nombreux pour la ville que pour le champ. Dit autrement, la quantité de connexion entre les pièces de Lego est plus faible dans le champ, elle est même de 0 pour le champ, que dans la ville. Une étoile est plus complexe qu'une simple boule d'hydrogène, et cette complexité découle naturellement du jeu des propriétés fondamentales des atomes d'hydrogène. Vous avez donc une illustration conceptuelle qui va vous permettre de comprendre plus aisément la formation naturelle des soleils-esprits au sein de l'océan de force cosmique. La substance fondamentale, l'essence substantielle de la réalité, se décline naturellement en deux grands éléments, des particules énergétiques et des fibres de force. L'ensemble infini des particules énergétiques est ce que nous appelons l'océan d'énergie cosmique, et l'ensemble infini des fibres de force est ce que nous appelons l'océan de force cosmique. Les soleils-esprits émergent de l'océan de force cosmique, tandis que le reste du mobilier de base du cosmos émerge de l'océan d'énergie cosmique. Comment un soleil-esprit se forme-t-il? Les fibres de force ont tendance à s'agglutiner les unes avec les autres, et en s'agglutinant, elles se connectent les unes avec les autres. Naturellement, une fibre de force va avoir tendance à créer des ramifications secondaires, un peu comme les branches poussent d'un tronc de base, et ces ramifications secondaires vont elles-mêmes avoir tendance à créer des ramifications troisièmes, ainsi de suite. Et ces ramifications permettent aux fibres de force agglutinées d'augmenter progressivement leur quantité de connexion. Les choses vont se passer de la manière suivante. Je schématise certes, comme un astrophysicien schématiserait la formation et l'évolution d'une étoile. Comme un historien spécialisé résumerait à grands traits une période historique. Des fibres de force vont commencer à s'agglutiner et à se connecter les unes avec les autres, avec des connexions primaires et des connexions secondaires. Et ce premier noyau, on peut déjà l'appeler noyau, va grossir avec le fait que d'autres fibres de force vont venir s'agglutiner avec les premières, et entrer dans le processus de création des connexions primaires et des connexions secondaires. En deçà d'une certaine taille, d'une certaine quantité de fibres agglutinées et connectées, le noyau demeure en plein processus d'accroissement de sa taille, et donc de nouvelles fibres ne cessent de s'ajouter pendant ce processus. Lorsque la taille atteint une certaine proportion, le noyau acquiert une propriété répulsive qui interdit tout nouvel ajout de fibres. Il s'agit soit d'une propriété répulsive proprement dite, soit d'une propriété d'imperméabilité qui fait qu'aucune nouvelle fibre ne peut se connecter au noyau. On peut dire que le noyau a atteint sa taille d'équilibre, ou sa taille de maturité, et en son sein, plus aucune connexion primaire et plus aucune connexion secondaire ne sont possibles, parce que la densité interne du noyau est, en quelque sorte, saturée.
Les fibres en elles-mêmes peuvent être décrites comme étant les sujets des connexions primaires, tandis que les ramifications secondaires qu'elles génèrent sont les sujets des connexions secondaires. Quand le noyau a atteint sa taille de maturité, plus aucune nouvelle connexion primaire et plus aucune nouvelle connexion secondaire n'y sont possibles. Ce qui se passe alors, c'est que le noyau génère, les fibres dans le noyau génèrent, des ramifications troisièmes. Et ces ramifications troisièmes se déploient tout autour du noyau et créent une couche dense de ramifications troisièmes et de connexions troisièmes, et des ramifications quatrièmes et des connexions quatrièmes, et des ramifications cinquièmes et des connexions cinquièmes, ainsi de suite, se forment dans cette couche et augmentent au fur et à mesure la densité de cette couche. Si nous nommons noyau du Soleil-Esprit, le noyau évoqué, nous pouvons nommer masse du Soleil-Esprit, la couche dont nous sommes en train de parler. Il va arriver un moment où la masse du Soleil-Esprit va atteindre à son tour un point de saturation en termes de densité de connexion, et on pourra dire qu'elle a atteint sa maturité. Une fois que la masse a atteint sa maturité, le processus qui a généré la formation de la masse va se déployer à partir de la masse, et créer une autre couche qui va entourer la masse. Et cette couche, nous pouvons la nommer champ du Soleil-Esprit. Les ramifications de fibres de force au sein du noyau sont les plus épaisses, tandis que les ramifications des fibres de force au sein du champ sont les plus légères, et les ramifications au sein de la masse sont d'épaisseur intermédiaire. La saturation du champ ne conduit pas à la création d'une nouvelle couche, mais une sorte de couronne composée de ramifications dont le bout extérieur est libre, et dont la base est ancrée dans le champ. Une sorte de couronne va se constituer. Les ramifications sont essentiellement des fibres, mais dans la succession des générations. Les ramifications secondes viennent des fibres primaires. Les ramifications troisièmes viennent des ramifications secondes. Les ramifications quatrièmes viennent des ramifications troisièmes, ainsi de suite. Dans la succession des générations, les ramifications sont des sortes de fibres de plus en plus fines, de plus en plus légères, jusqu'aux fibres ultra-légères de la couronne du champ. Un soleil de fibres de force peut être dit pleinement mature, quand toutes les structures qui le composent sont arrivées à maturité, le noyau, la masse et le champ, la couronne étant comptée comme un élément du champ. Combien de temps faut-il, depuis l'agglutination des premières fibres de force, jusqu'à la pleine maturité d'un soleil de fibres de force, en mesure de temps terrestre? Rappelez-vous qu'il s'agit d'un processus qui implique une quantité absolument vertigineuse de fibres et de connexions, une quantité absolument vertigineuse de connexions et de ramifications. En mesure de temps terrestre, ce processus doit nécessiter à minima des centaines de milliers d'années, et il doit se dérouler simultanément pour une quantité vertigineuse de soleils de fibres de force à chaque fois. Mais comment passe-t-on d'un simple soleil de fibres de force à un soleil-esprit doté de conscience, d'intelligence et de volonté? Cyril Ndonga Su, enseignant de la pratique psychique,